Ok, donc cette fois-ci, on va s'intéresser au C2, à l'analyse des logiciels malveillants. Visiblement, il y a une infra. De C2, on l'a vu. On a récupéré le nom de domaine. Mais non, on va essayer de comprendre le contexte et apprendre quelques petites choses. Alors après avoir récupéré la version supprimée du logiciel malveillant, qui permet à McGrady de contrôler les alphas à distance, Forensic McBlue et son équipe vont commencer à enquêter pour arrêter l'indice de contrôle mental. Ils envisagent maintenant de se venger en analysant l'infrastructure back-end de C2 en se basant sur le code source du malware. Contrôle mental, c'est quoi? C'est MK Ultra, CIA? Non, c'est nos petits elfes, c'est trop mignon. Donc, plus sérieusement, base des analyses sécurisées des échantillons et de logiciels malveillants, les principes de base des binaires net, l'outil DNSpy pour décompiler les échantillons de logiciels malveillants écrits en net, il était installé d'ailleurs sur la bécane d'avant, construire une méthodologie essentielle pour analyser le code source des logiciels malveillants. Alors, on va rappeler un petit disclaimer, étudier des logiciels malveillants, c'est une manipulation dangereuse. Faites gaffe, prenez toujours des précautions lors de votre analyse. C'est-à-dire, Saltimbanque t'as montré comment monter une VM et installe Flare VM, d'accord, de Mandiant, et puis déconnecte-la, fais du airgap, déconnecte-la d'internet. Je t'avais montré comment faire tout ça, d'accord, et tu travailles tout le temps dans du sandboxing, d'accord, dans des machines de bac à sable, soit sur le cloud, soit en local chez toi, mais via un hyperviseur. Et le mieux, c'est même d'avoir même un hyperviseur type 1, même pas type 2. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, rappelez-vous de ça, la manipulation des logiciels malveillants est dangereuse, s'il s'agit de logiciels explicitement conçus pour causer des dommages. Ah bah ouais, ça s'appelle un virus, voler des informations, compromettre la sécurité et la fonctionnalité des systèmes informatiques. Compte tenu de cela, on va introduire à nouveau le concept de sandboxing de logiciels malveillants. Un bac à sable, c'est une configuration informatique factice qui agit comme une vraie installation. C'est un endroit sûr où les experts, entre guillemets, peuvent tester les logiciels malveillants et voir comment ils se comportent sans aucun danger. Donc il est essentiel de disposer d'un environnement de sandboxing lors de l'analyse de logiciels malveillants. Évite les experts d'exécuter naturellement les logiciels malveillants sur leurs ordinateurs de travail, ce qui peut être risqué et nuisible. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc une configuration d'environnement typique bac à sable, ça contrôle réseau, virtualisation, surveillance et journalisation. Alors, Network Control, les bacs à sable, ils ont des contrôles réseau pour limiter et surveiller le trafic réseau généré par le logiciel malveillant. Cela empêche également la propagation de logiciels malveillants dans d'autres actifs. C'est pour ça que je t'ai dit, vas-y, tu fais tourner, si tu veux, pas de problème, Wireshark, tu sniffes, d'accord, et tu vois les appels qui sont faits à distance, d'accord, vers un serveur de commande contrôle extérieur ou pas, et tu restes en air gap, c'est-à-dire que les paquets passeront pas la gateway, même tu vas tout bloquer pour que naturellement ça puisse pas sauter sur un autre VLAN ou encore pire vers quoi, la gateway de ton routeur qui permettrait de communiquer vers l'extérieur, vers l'internet extranet. La virtualisation, c'est les bacs à sable qui utilisent des technologies que vous connaissez tous, VMware, VirtualBox, Hyper-V, pour exécuter un programme malveillant dans un environnement contrôlé et isolé. Ça permet de faciliter la prise de snapshot des instantanés et donc de réinitialiser la machine si besoin est au début, d'accord, une fois que on a exécuté le virus et qu'elle a été compromise. On va pouvoir justement comparer la machine avant et après. Et en fonction de ça, on pourra trouver les patterns. Surveillance et journalisation, les bacs à sable, ils vont enregistrer les journaux détaillés, d'accord. Vous avez toute la suite, vous le savez, sysinternal, mais et pas que, il y a plein d'autres choses, d'accord, du hacker process, du ce que vous voulez, Procmon, etc., etc. Donc voir les interactions système, les appels qui sont faits, les syscalls, le trafic réseau, les modifications des fichiers. D'accord. Est-ce qu'on n'accède pas à des plages mémoire qui sont protégées? D'accord. Donc tous ces journaux, c'est d'une valeur inestimable puisque ça va permettre par la suite, vous l'avez compris, d'analyser, de comprendre le comportement du logiciel malveillant. Donc je vous avais déjà présenté, je vous redirige vers ma playlist Blue Teaming où je vous montrer les bases de l'analyse, d'abord statique, ensuite analyse dynamique, ou d'abord généralement analyse dynamique et ensuite analyse statique, d'accord, puisque la statique est beaucoup plus longue, d'accord. La dynamique peut être automatisée, la statique, t'as X-Ray sur IDA qui peut t'aider à décompiler tout ça, mais bon, ça fera pas le taf, il faut un analyste derrière, je crois. Donc introduction au fichier binaire compilé.net,
hein. Il y aurait beaucoup à dire. Je vais développer. Je vais vous lire déjà les cours de Try Avec Me. Donc, eux vous disent que les binaires.net sont des fichiers compilés contenant du code écrit dans des langages compatibles avec le Net Framework, C Sharp, VBNet, hein, VBNet qui est l'évolution. Avec l'extension Core, c'est devenu du VBNet, tout plein de librairies en fait qu'on peut appeler, d'accord, dans nos programmes, du F Sharp ou du C++ managé. Je détaillerai ce que c'est que le code managé, non managé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces binaires sont des fichiers exécutables avec l'extension exe ou des bibliothèques de liens dynamiques, dans ce cas-là, DLL, d'accord. Et on peut parler aussi d'assembly. Alors attention, assembly, c'est pas code assembleur, l'assembly, c'est le nom qui est donné, comment dire, en C# et puis en net surtout, qui contient plusieurs types et ressources, d'accord, par rapport à d'autres langages de programmation comme le C ou le C++, les langages qui utilisent le .NET, le .NET, tels que le C# ne traduisent pas directement le code en code machine. Après la compilation, on va faire appel en fait à une machine virtuelle, un peu comme le Java, et techniquement on va créer un pseudocode, un langage commun qui va être exécuté ensuite en code natif pendant l'exécution, dans l'environnement qu'on appelle CLR, Common Language Runtime, d'accord. Donc on utilise l'IL, le langage intermédiaire, je vais développer dans quelques secondes, pour que vous compreniez bien. Donc pareil, là, eux, ils font que survoler. Moi, je vais creuser un petit peu avec vous, mais il faut comprendre qu'il n'est pas possible d'analyser un binaire compilé en C ou en C++. Qu'en lisant quoi? La seule solution, c'est de faire là, pour le coup, du bas niveau, de l'assembly. Ok? Je vais pouvoir lire les instructions de l'assembleur, d'assemblage. Mais un binaire C#, lui, il peut être décompilé, son code source récupéré, puisque le langage intermédiaire contient des métadonnées qui peuvent être reconverties sous sa forme de code source, d'accord. C'est pour ça que je vous disais qu'en C ou en C++ dans les précédentes vidéos, ça permet, une fois compilé, de quoi? À part te bouffer de l'assembleur, ça permet de protéger ta propriété intellectuelle, ton code source, d'accord. Donc c'est pareil, quand tu achètes un jeu vidéo, tu as bien compris que le fabricant du jeu vidéo, le producteur, l'éditeur, ils ont pas envie que que tu puisses mettre ton nez dans dans des fichiers critiques qui seront éventuellement la propriété intellectuelle, d'accord. Le moteur 3D, s'il y a des éléments qui font vraiment partie parce que ça a été codé en interne par le studio de jeux vidéo, t'as pas envie que ça se retrouve dans la nature, donc je compile et toi tu lances mon exe pour pouvoir jouer à mon jeu vidéo, ça fera peut-être appel à des DLL qui sont présentes et tu joues, tu vois, mais tu commences pas à mettre ton nez dans le code source et à savoir ce que j'ai fait, ce qui tourne sous le capot. Vous avez du Visual Studio 2016, 2019, je crois que la dernière version c'est la 2022. Première version de la plateforme .NET, ça a permis l'introduction du C#, d'accord. Et puis ça a évolué au fil du temps. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième version, bref. Donc multiples fonctionnalités qui permet d'avoir une syntaxe élégante et un langage de référence dans l'univers du .NET. Alors pourquoi le C# dans le monde du développement, puisque maintenant on peut dire que le C# compte, c'est devenu un langage de programmation qui est pris au sérieux, il a évolué, parti de rien, comme tout, et s'est étoffé au fil du temps, puisque maintenant ça permet de cibler de nombreuses plateformes matérielles et logicielles, notamment grâce à la création du Netcore. .net.core. Donc c'est utilisé par de nombreuses sociétés qui voient en lui un outil de production idéal. Alors, plateforme net, si on reprend un peu l'historique, donc Studio 2019 ou 2022, ça va permettre de quoi? De coder avec Visual Studio Code, mais toutes ces librairies aussi, c'est tout simplement, et des API, il n'y a pas que ça, la structuration des solutions de projet, d'accord. Ça va vous permettre d'avoir des outils qui vont vous permettre de coder en C# et commencer à avoir des applications qui tournent, et on fera du programmation orientée objet, d'accord, PO. Donc le .NET, en fait, ça permet de diagnostiquer, de voir les différentes erreurs que vous pourrez rencontrer. Il y a toute une partie débugage, gestion d'erreurs, comme dans n'importe quel langage de programmation multi-plateforme, d'accord. On peut travailler sur des mobiles, on peut travailler sur de l'ARM, on peut travailler sur des architectures x86, AMD64, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est une brique. D'accord, je vous la mettrai sous les yeux. On a les BCL, les Base Class Library. Vous voyez qu'on a la SPNet, le LINQ, la .NET, le XML, le Windows Workflow Foundation, Windows Store, Windows Communication Foundation et la partie réseau, HTTP, TCP. Ensuite, la brique médiane, c'est le
DLR, le Dynamic Language Runtime, avec nos classes fondamentales, et aussi ce qui va permettre l'interopérabilité avec le système et les types primitifs. Et tout en bas, le socle, c'est notre CLR, Common Language Runtime. Alors, j'explique. Grosso modo, sous Linux et macOS, on peut utiliser le projet Mono, d'accord, qui va nous permettre de faire de l'open source et de pouvoir bosser là-dessus. Sinon, vous avez, vous le savez, Visual Studio, Visual Studio Code. Et avec le net.core, on va pouvoir travailler également, pas que sur le Windows, on va pouvoir travailler sur des systèmes d'exploitation Linux et Mac. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois coder sur Linux et Mac, pas besoin d'avoir Windows, même si c'est une solution Windows. Et ensuite, vous allez pouvoir déployer, pas uniquement sur Windows, vous allez pouvoir également déployer des projets sur Linux et macOS. Alors, 3 briques, je vous le disais, le CLR, Common Language Runtime, le DLR, Dynamic Language Runtime, et le BCL, le Base Class Library. C'est les bibliothèques de classe de base. Alors, si je résume trivialement, le Common Language Runtime, c'est un environnement qui va permettre tout simplement l'exécution du code net. D'accord? Gestion mémoire, code pris en charge par le CLR, c'est ce qu'on appelle le fameux code managé. Ça, c'est important. CLR, code managé. Ensuite, on a le Dynamic Language Runtime. Donc, tu as bien compris que c'est une strat, une addition au CLR, développée en C#, qui va nous permettre cette fois-ci, qui dit dynamique, dit langage dynamique. PHP, Python, d'accord? Ça peut être géré grâce au framework.net. Donc là, on passe en dynamique. Au sein de mon C#, je vais pouvoir faire des appels à des langages dynamiques. Ensuite, on a le BCL. Donc ça, c'est, je vous disais, les bibliothèques de classes de base. C'est un ensemble de classes qui va exposer des fonctionnalités courantes qui peuvent être utilisées pour tout type d'application. D'accord? Elles sont constituées de briques indépendantes ajoutées de façon empirique, historique, au fil des versions de l'évolution du quadriciel du framework.net. Alors, on va parler un petit peu API parce qu'elles sont omniprésentes. Je vous parle tout le temps de Win32, mais il n'y a pas que Win32, il y a Win16, il y a Win64. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, si on revient à l'historicité, pour nous, développeurs ou pas, c'est ça se fait au travers d'interfaces de programmation. On parle d'API pour Application Programming Interface. Donc, ça permet la création d'applications. Et au vu de la complexité de Windows, on a différentes API qui ont vu le jour et qui ensuite, par la suite, évolué. Alors, l'API Windows, Win16, Win32, Win64, c'est le cœur de Windows. D'accord? Elles sont utilisées directement dans le système. Alors, encore une fois, principe de quoi? D'historicité. Win16 avant, livré à partir de Windows 3.1, dont je t'ai parlé. Et elles sont destinées à être utilisables au plus bas niveau. D'accord? Directement avec du langage C. Ensuite, qui dit Windows 16 pour Windows 3.1 dit Windows 32, qui est arrivé avec Windows 95. Et la première version 64 bits de Windows, Windows XP, elle intégrait Win64. Tu l'as bien compris. Ensuite, on a les Microsoft Foundation Classes. C'est le MFC. Donc, ça existe depuis 92 et ça encapsule les API Win16 puis Win32, tout simplement dans une structure orientée objet en C++. Ensuite, on a notre ami le COM, Component Object Model, d'accord, apparu peu après les MFC pour répondre à une problématique de communication interprocessus, d'accord. Alors, on a une bibliothèque ATL, Active Template Library, qui est encapsulée, et on a nos API COM, d'accord, qui nous permettent de simplifier l'utilisation, tout simplement. Alors, pour revenir au Common Language Runtime, pour mieux comprendre l'exécution des applications Windows traditionnelles sont prises en charge grâce au système d'exploitation. Mais les programmes, il faut bien comprendre qu'ils sont générés par un compilateur qui va transformer, je te le dis toujours, des instructions écrites dans un langage comme C ou C++ en un fichier binaire qui, lui, a quoi? MachineOps, qui contient des instructions spécifiques à un système d'exploitation particulier ou à une architecture de processeur spécifique. Par conséquent, dans ce cas de figure, plusieurs exécutables doivent être générés pour supporter les différentes configurations matérielles et logicielles des utilisateurs. Donc, une des solutions, c'est de générer un exécutable dont le code est générique, indépendant de l'environnement d'exécution. Toutefois, son exécution ne peut pas être confiée directement au système d'exploitation. Donc, on va générer du code générique, mais qui doit être interprété,
qui va être exécutée. Et pour cela, on ajoute une brique logicielle. Hein. C'est comme une machine virtuelle et elle va s'intercaler entre quoi? Entre le système d'exploitation et l'application. Et c'est elle qui va traduire le code générique en instruction adaptée à la machine. D'accord? Alors, c'est exactement ce principe qu'on retrouve sous le capot de la plateforme .NET. Vous avez une compilation d'une application écrite avec Visual en C# ou Visual Basic .NET. Ça donne un fichier exécutable dont le contenu est essentiellement écrit dans ce fameux langage générique appelé MSIL, Microsoft Intermediate Language, d'accord? Et lors de son exécution, c'est là que le CLR, le Command Language Runtime, prend en charge ce code et assure le rôle de machine virtuelle, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, en fait, il va traduire à la volée, il va traduire à la volée et à la demande les portions de code qui doivent être exécutées et il va optimiser les ressources utilisées pour faire cette transformation. Base Class Library, il faut comprendre que chaque implémentation de net, on a des données permettant un grand nombre de problématiques d'être solutionnées, d'accord? C'est des librairies en fait. Tout simplement, c'est des classes, des librairies de classes, d'accord, qui vont pouvoir être réutilisées. Et on parle de namespace, ça a une hiérarchie, d'accord. On a l'espace de noms qui sont nommés en concaténant le nom de leurs parents, le symbole point et leur propre nom. Ça, vous le retrouvez constamment, d'accord. Si je te dis le namespace system.xml, ça regroupe l'ensemble des classes permettant de traiter les données au format XML. D'accord? Donc le BCL, il contient plusieurs milliers de ce type. D'accord? Alors bien sûr, en tant que développeur, vous n'allez pas toutes les utiliser, mais il y en a certaines qui vont revenir, puisque au vu du contexte de ce que vous ferez, vous allez les voir. Si je te cite Microsoft Build, ça me permet d'interagir avec MS Build. Si je te dis system.code.dom, ça me permet de générer à la volée du C# ou du Visual Basic .NET. Alors on a des namespaces où pareil, tu vas les voir souvent. Système, c'est l'espace de nom racine pour les fonctionnalités fournies du système d'exploitation. Définition des types primitifs, alphanumérique et numérique. Système.data, il contient l'ensemble des types permettant l'accès aux bases de données. System.io, cet espace contient l'accès à des flux de données ou à des fichiers. Entrée-sortie, ES, IO, input-output. Ensuite, le DLR. Donc le Dynamic Language Runtime, je te dis, c'est cool, tu peux faire du Python, c'est cool, tu peux faire du PHP, mais qu'est-ce que tu pourrais faire mieux que le Python? En interpréter, beaucoup plus rapide que le Python, du Ruby. Ok? Si vous voulez rester en interpréter, une fois que vous êtes à l'aise avec du Python, passez au Ruby. C'est pour ça que Metasploit, d'accord, tout est écrit. Tous les exploits, ils sont écrits en Ruby, d'accord? Puisque en termes de performance, le Ruby est bien plus rapide, entre 10, 15, 20%, d'accord, en fonction de ce que vous faites. Je rappellerai. Ok. Donc le Dynamic Language, c'est une surcouche du CLR, c'est apparu avec le framework 4.0 .NET. Et comme je te le disais, ça va permettre de faire du dynamique, d'accord? Alors, si je répète, il est possible de faire des variables .NET, donc le type est dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, saltimbanque? C'est-à-dire qu'il n'est pas fixé au moment de l'écriture du code. Ah merde, c'est possible ça? Eh ben oui. Pourquoi? Parce que l'utilisation de cette fonctionnalité, elle peut se révéler extrêmement pratique. Lorsque il est question d'interroger, par exemple, des applications écrites avec des langages dynamiques ou lorsqu'on souhaite utiliser certains composants comme. D'accord? Le type de données renvoyées par ces éléments logiciels ne sont en effet pas forcément connus au moment de l'écriture du code et sont donc difficilement utilisables par un langage dont le typage est purement statique. Donc, on va faire du dynamique. Putain, je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc, ça permet de faire l'implémentation de langage dynamique. Incroyable, incroyable. Comme Python et Ruby, d'accord? Grâce à la plateforme .NET. Donc, ça a été porté aussi. On a Iron Python et Iron Ruby, qui sont deux langages qui ont été portés pour le .NET. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et je m'arrêterai là. Il est également possible, grâce au DLR, de créer des applications .NET qui peuvent être entre des hôtes de script, c'est-à-dire qu'il est possible d'écrire du code compatible .NET avec Iron Python, par exemple, et de
l'exécuter à l'intérieur d'une application visuelle C#, de la même manière qu'il est possible d'écrire des scripts exécutables sur Microsoft Access, 3ds Max ou MIRC. Donc, si je dois chercher dans mon espace de nom système.dynamique avec une majuscule à dynamique, on est en camel case à chaque fois, et ben c'est là que tu auras toute la partie et les types .NET qui sont dédiés à l'écriture de code dynamique. Tu l'as compris. Command and Control, ça fait référence à un système ou une infrastructure centralisée que les acteurs malveillants utilisent pour gérer et contrôler à distance les appareils ou les systèmes compromis. Centralisé, oui. Décentralisé, c'est mieux. Hein, je préfère le dire. Mais bon, c'est un autre problème. Il s'agit d'un canal par lequel les attaquants émettent des commandes aux entités compromises, leur permettant de diverses manières d'effectuer des activités telles que le vol de données, la surveillance, la propagation de logiciels malveillants. Donc, on a notre diagramme avec Alice, la victime, hein, et Charlie ou Toto, hein, qui, lui, va attaquer et exécuter, hein, tout simplement. Les commandes vont être exécutées sur l'ordinateur. Donc, on voit que c'est en 5 étapes. L'utilisateur exécute le malware se connecte au serveur de Command and Control et demande des instructions. Le serveur répond par un jeu d'instructions qui va être exécuté par l'agent déployé. Et notre attaquant, donc lui bidouille, hein, c'est lui qui est connecté au C2, qui va passer les commandes à être exécutées sur la machine. Le malware, lui, va récupérer les informations qui ont été envoyées par le C2, mais qui ont en fait été envoyées par l'ordinateur de l'attaquant. Et enfin, le malware va faire du reporting, hein, et afficher la sortie sur l'ordinateur de l'attaquant, d'accord, enfin du serveur de Command and Control, et l'attaquant se connecte au serveur de Command and Control pour pouvoir interagir, lire et faire pas mal de choses. Si on a du trafic C2, ça veut dire qu'il a déjà été exécuté malheureusement à l'intérieur de la machine de la victime, d'accord. On le voit là dans notre cyber kill chain, d'accord. L'attaquant a réussi à concevoir et livrer un logiciel malveillant à la cible et se déplace potentiellement de façon latérale à l'intérieur du réseau pour atteindre ses objectifs. Donc latéralisation. Alors, requête, exécution, mise en veille, encore une fois, hein, 3 problématiques différentes. Les requêtes HTTP, c'est grâce à ça ou pas que les serveurs communiquent, hein, souvent avec les ressources qui ont été compromises, d'accord. On peut passer par du HTTP, du HTTPS, et elles peuvent être aussi utilisées, ces requêtes, pour envoyer des commandes ou recevoir des données. Ensuite, l'exécution, notamment exécution de commandes, hein, ce comportement est plus courant, ça permet aux attaquants d'exécuter des commandes du système d'exploitation à l'intérieur de la machine. Mise en veille ou retard, pour échapper à la détection et maintenir la furtivité, les auteurs de menaces demandent généralement au logiciel en cours d'exécution d'entrer en veille, hein, ou de retarder son action sur la machine pendant un temps spécifique, d'accord. Là, le logiciel malveillant, il fait rien, donc l'antivirus se dit ok, moi je l'ai pas dans mes signatures. Au niveau du comportement de l'heuristique, rien de bien malveillant, et puis j'arrête, hein, c'est bon, je le passe en liste blanche. Sauf que pas de chance, une demi-heure plus tard, il se reconnecte au serveur de Command and Control, d'accord, une fois que le timer est échu, d'accord. Et coder un timer, c'est pas très compliqué. Donc, des compilations d'échantillons de logiciels malveillants avec DNSPy. Alors, encore une fois, on va partir sur le principe que le logiciel malveillant est créé en C#. Ça va nous permettre de décompiler le binaire et d'examiner son code source. Donc DNSPy, plus sérieusement, c'est un debugger, un éditeur d'assembly, donc du C# en .NET, open source. Ça permet la rétro-ingénierie, l'analyse de code, d'accord. On va pouvoir exécuter, examiner, modifier les assemblées de manière conviviale et interactive, d'accord. Alors encore une fois, quand on parle d'assembly, c'est propre, je te disais, au C# et à la classe .NET. Ne t'en mêle pas les pinceaux, ça n'a rien à voir avec l'assembleur, hein, le code assembleur. Donc il est également capable aussi de modifier le code source récupéré. On parle d'un mode édition et de faire des points d'arrêt, hein, donc des breaking points, d'exécuter le code d'étape à étape. C'est ce qui va nous permettre notre phase de débugage. Alors, encore une fois, la partie débugage, pas tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que là, on va pas l'exécuter, d'accord. Donc, on va commencer calmement, on va utiliser notre DNSPy et on va voir ce que peut faire pour nous l'ordinateur, en tout cas ce programme, pour en savoir un petit peu plus sur le malware.